Bonjour à tous, donc bienvenue à cet atelier sur les habitats donc de la plateforme thématique SINP. Déjà merci à tout le monde pour l'intérêt que vous portez à ça. Donc je me présente, moi je suis Aurélien Belot, je suis chargé de projet système d'information du Conservatoire botanique national sud-Atlantique et je travaille plus particulièrement sur les données habitat. Pierre, je te laisse te présenter. Et Pierre Lafond, donc moi je suis plus sur les aspects de connaissances phytosociologiques et des habitats. On va vous inviter juste avant, si vous pouvez tous éteindre vos micros pour éviter de perturber les échanges. Merci. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas assisté à la présentation, au webinaire ce matin, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever la main ou alors directement la poser dans le chat. Eh bien, commençons. Voilà, voici les objectifs de cet atelier. Donc, le premier, c'est d'échanger sur la plateforme régionale thématique, qui est portée par l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. Premièrement, on va commencer par vous parler de ce que c'est une donnée habitat et de l'utilité en fait de ce type de données. Ensuite, on va vous parler de la façon dont sont structurées ces données dans le SINP. Puis, nous parlerons des outils de diffusion, donc de consultation des données sur la plateforme régionale au bv-1.fr. Et ensuite, nous enchaînerons sur les outils de saisie et de transmission des données, qu'on appelle contribution sur la plateforme régionale. Et enfin, pour terminer, on parlera des perspectives et des besoins de développement. Donc, ce sera plus un temps aussi d'échange avec vous. On a prévu dans chacune de ces parties, à la fin de chacune de ces parties, de faire un échange, donc une dizaine de minutes suivant les parties. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre la fin de chacune de ces parties-là pour poser les questions et de faire attention de ne pas poser des questions dans une mauvaise partie. Mais bon, après, on pourra toujours revenir dessus. Donc je laisse la main à Pierre pour vous parler des données habitat et de leur utilité. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a prévu quelques petites diapos pour remettre un peu en contexte sur des notions et des petits rappels. Notamment, la première, c'est sur les notions d'habitat et de végétation, donc parce qu'on emploie souvent l'un pour l'autre, donc c'est pas exactement la même chose, et vous allez voir que ça peut avoir des conséquences sur la structuration des données. Donc l'habitat, en fait, c'est un rappel, c'est une notion qui inclut les végétations, une ou plusieurs végétations d'ailleurs, une ou plusieurs communautés animales, et puis tout un tas de variables environnementales. La végétation, elle se définit en fait par la phytosociologie. Donc voilà, je vais utiliser le terme de végétation dans ce sens-là. Et c'est considéré comme le meilleur intégrateur des variables environnementales, donc, parce que c'est défini comme tel. Et donc c'est à partir de la végétation qu'on peut déterminer l'habitat, jamais dans l'autre sens, puisqu'il y en a un qui inclut l'autre. Contrairement à la flore, il y a beaucoup de référentiels qui existent. La flore, en général, on a un seul référentiel taxonomique, taxref, alors que pour les végétations et les habitats, juste par exemple pour les habitats, les référentiels les plus connus, ENIS, Corinne Biotop, EUR28, donc c'est-à-dire les habitats d'intérêt communautaire. Pour les végétations, c'est un peu différent, mais on a un référentiel régional unique, donc qui permet justement de pouvoir parler de la même chose, du même nom avec le même sens. Et la difficulté, c'est que tous ces référentiels-là, ils ne sont pas forcément compatibles. Donc c'est un de nos travaux, et c'est ça aussi qui structure ce qu'il y a derrière les données, cette incompatibilité entre les différents référentiels. Dans le SINP, il est possible d'intégrer des données qui ne sont pas liées à un référentiel. La difficulté, c'est qu'après, ça sera inexploitable, puisqu'en fait, c'est du champ libre, et il y a quasiment pas de possibilité de récupérer ces données-là, sachant qu'en plus, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Dans l'OBV Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on gère comme référentiel, donc il y a le catalogue des végétations régionales qui est remis à jour régulièrement, le référentiel ENIS, et puis après tout ce qui va être les référentiels sur les habitats d'intérêt communautaire, donc EUR28 et cahier d'habitat. Je ne parle pas volontairement de Corinne Biotop, puisque c'est un référentiel qui commence à dater un peu et qui n'est pas compatible, qui est incompatible avec ENIS notamment, c'est-à-dire que un habitat dans ENIS équivaut pas à 100% d'un autre habitat dans Corinne Biotop. Donc le travail de
lien entre tous ces référentiels est compliqué et long, donc en fait, Corinne Biotope, voilà, on va un peu l'abandonner au fur et à mesure. Tous ces référentiels-là, ils sont compatibles avec le SINP national. Nice et tout ce qui est habitat d'intérêt communautaire part à Bref. Le catalogue des végétations régionales, il n'est pas intégré dans un Bref. Par contre, voilà, il fait le lien avec un projet national qui s'appelle le catalogue national des végétations, qui permet de mettre en relation tous les référentiels régionaux des différents conservatoires botaniques par rapport à des référentiels plus nationaux et par rapport à Bref, sachant que le catalogue national des végétations intégrera à Bref à court terme, dès qu'il sera terminé. Donc tous ces référentiels-là sont compatibles régionalement et nationalement, et localement, on essaye de faire des liens entre ces différents référentiels. Là, on ne parle pas du tout de l'habitat d'espèces, hein. C'est notre notion qui est très différente, qui est assez complexe et qui est hétérogène aussi, donc qu'on gère absolument pas. On peut passer à la diapo suivante. Alors, il existe différents types de données d'habitat et de végétation. Ces différents types de données, en fait, c'est pour répondre à différents besoins. Forcément, un besoin nécessite un type de données. Donc, la donnée la plus classique et celle qu'on visualise le mieux, c'est la donnée d'occurrence. Donc, c'est-à-dire, c'est une donnée qui est localisée de végétation ou d'habitat à voilà, un endroit précis. Cette donnée d'occurrence d'une végétation ou d'un habitat, elle peut être liée ou pas à des données floristiques, c'est-à-dire que ça peut être une donnée pure d'habitat. Donc, par exemple, on a vu un habitat d'intérêt communautaire, un endroit comme pour la flore, on le pointe, à la différence que l'habitat a une notion un peu plus floue. Donc, si on le pointe à un endroit sans autres données associées, il faut être sûr de son coup, contrairement à la flore, hein, où c'est plus facile puisqu'on a des référentiels partagés. Ça peut être lié à des données floristiques, donc c'est-à-dire une liste d'espèces plus ou moins exhaustives qui sont présentes dans la végétation, dans l'habitat pointé. Ça peut être relié à un relevé phytosociologique. Donc le relevé phytosociologique, c'est plus standardisé, c'est-à-dire qu'il faut avoir une liste exhaustive de la flore de cette communauté végétale, d'avoir ces taxons organisés par strate, donc arboré, arbustif, herbacé, et chaque taxon a un coefficient d'abondance-dominance. Donc c'est ces fameux chiffres de 1 à 5, avec des plus, des i ou des r. Alors la particularité pour les données d'occurrence, ça peut être un peu contradictoire, mais qu'une donnée d'occurrence, en fait, elle peut contenir aucun rattachement à une végétation ou à un habitat. C'est par exemple les relevés phytosociologiques, qui n'ont pas encore été rattachés, puisqu'en fait, le relevé phytosociologique, c'est vraiment l'outil de base pour déterminer des végétations puis des habitats. Donc, dans de nombreux cas, on a des données dans l'OBV, donc qui sont intégrées dans le SINP régional, de relevés phytosociologiques, mais sans occurrence d'habitat ou de végétation. Donc ça, c'est la grosse différence avec la flore. C'est un peu comme si on pouvait mettre des planches d'herbier dans le SNP régional et qu'à posteriori, on pouvait après les rattacher à un taxon. Et ce rattachement, surtout, peut évoluer. Ça, c'est aussi différent de la flore, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un relevé phytosociologique dans l'OBV Nouvelle-Aquitaine, comme dans toute base de données, on peut le faire évoluer, c'est-à-dire il sera dans un premier temps rattaché à une végétation 1, et puis une nouvelle étude nous permettra d'avancer grâce à l'amélioration des connaissances, et on pourra se rendre compte que finalement, c'est une végétation numéro 2. Donc ça évolue dans le temps aussi. En autre type de données, on a les données de cartographie d'habitat. Donc là, la différence, c'est que sur une même couche, on va avoir différentes données d'occurrence et qu'elles sont spatialisées. Donc là, c'est l'illustration qui est tout en bas à droite, hein. Donc le plus classique et ce qui est souvent le plus connu, c'est tous ces polygones voilà, sur un site donné rempli de polygones pour lesquels on a attribué un ou plusieurs végétations ou habitats. Il y a la donnée paysagère. Alors là, ça fait appel à des notions un peu plus complexes, désolé pour les termes d'avance, mais de symphytosociologie et de géosymphytosociologie. Donc en fait, c'est l'étude des communautés, c'est l'étude des végétations, c'est-à-dire qu'on fait des relevés de différentes végétations. Finalement, c'est assez proche des données de cartographie d'habitat dans le concept. C'est qu'à un endroit donné, on va faire des relevés des différentes végétations, des différents habitats présents dans un secteur géographique particulier. Donc là, c'est notamment ça qui nourrit le programme CARAB. On reviendra un peu dessus. Et enfin, un autre type de données très particulière, c'est les données de suivi d'habitat.
Donc là, à travers ce terme, en fait, il y a des données qui sont structurées de manière très différente, puisque ça peut être des données structurées, par exemple, par rapport à une grille d'évaluation. Ça peut être des quadras avec une lecture de toutes les espèces présentes dans un quadrat. Ça peut être des quadrats de fréquence. Donc, quadrat de fréquence, c'est-à-dire c'est un quadrat avec à l'intérieur des petits quadrats on lit seulement cela pour avoir la fréquence de certaines espèces dans un grand quadrat. Donc tout ça, ça signifie que forcément, en termes de structure de données derrière, va falloir avoir des structures un peu différentes. Et ça, Aurélien reviendra dessus un peu plus tard. Donc ces différents types de données, c'est important à comprendre. Voilà, c'est ce qui génère une structure différente, et ces différents types de données existent pour justement des objectifs différents. Donc c'est la diapo suivante. Puisque toutes ces données-là ont des objectifs plus ou moins différents. Donc là, on l'a déjà un peu dit, mais par exemple, les relevés phytosociologiques permettent de décrire des végétations, donc soit d'en caractériser des nouvelles, soit de valider la présence de certaines végétations et donc de certains habitats, voire habitats d'intérêt communautaire dans la région ou sur un secteur géographique particulier. C'est l'outil de base pour la réalisation de cartographie, puisque pour faire une cartographie, il faut forcément faire ça avec un référentiel partagé pour que ce soit compatible, donc notamment dans le cadre de Natura 2000. Si on veut pouvoir faire après des synthèses régionales, forcément, il faut que chacune des cartographies, des dizaines et des dizaines de cartographies qui existent dans la région, soit avec le même langage. Ça permet de connaître la répartition et la localisation des habitats. Donc là, c'est comme pour la flore au final. Sachant que la localisation des habitats, un jour, on arrivera probablement à avoir une liste des végétations et d'habitats de liste rouge ou même protégés en région. Ça permettra de savoir que voilà, tel projet impacte tel habitat protégé, par exemple. La répartition, c'est ce qui sert de base, comme pour la flore, finalement, pour évaluer la patrimonialité et puis pouvoir créer une liste rouge. Donc, tout ça, vous voyez, toutes ces données-là et tout ça permet d'avoir des objectifs différents qui sont plus ou moins compatibles et qui se nourrissent les uns avec les autres. Le rapportage Natura 2000, par exemple, un petit focus dessus, parce que c'est quelque chose qu'on doit réaliser tous les 6 ans et qui, historiquement, se faisait beaucoup à dire d'experts. Donc, ça donnait forcément un côté très subjectif et critiquable, et plus le temps passe, plus on a de données et de types de données différents, plus on arrive à mettre un côté plus scientifique et plus rigoureux dans ce rapportage Natura 2000. Ça permet aussi de faire des travaux de modélisation cartographique. Donc là, on revient encore un peu au programme CARAB. Donc il y a un programme de cartographie départementale qui se base justement sur de la modélisation. Et la modélisation se base elle-même sur la présence de végétation ponctuelle, et donc après par extrapolation. Donc si on n'avait pas suffisamment de données de végétation par département, on ne pourrait pas faire ces travaux de modélisation. Il y a encore le suivi d'état de conservation. Donc voilà, en fait, on pourrait presque, pas infiniment, mais il y a vraiment une multitude d'intérêts à toutes ces données et donc du coup à ces différentes structures de données. Donc là, on arrive à ces petites diapos, donc comme on vous a parlé en introduction, justement pour qui permettent de poser toutes les questions pour pouvoir échanger à partir de ça. Donc sur cette diapo-là, l'idée c'est plutôt de parler de comment vous utilisez les données de végétation et d'habitat, et puis en fait quelles sont un peu vos attentes par rapport à tout ça. Alors là, je vois que dans les questions, il y a est-ce que cette approche des habitats inclut-elle des habitats aquatiques ou piscicoles? Alors pas piscicoles parce que c'est un habitat d'espèce, j'imagine que c'est entendu un peu comme ça. Par contre, les habitats aquatiques, oui, les habitats aquatiques au sens que ce soit habitat d'intérêt communautaire, Nice, ou même des végétations avec des classes phytosociologiques spécifiques pour les végétations aquatiques, sont intégrés dans tous ces travaux et dans toutes ces données. Je ne sais pas après si vous aviez d'autres questions, donc n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole ou directement dans le chat. Donc après toutes ces notions, toutes ces informations-là étaient déjà peut-être plus ou moins connues par vous, c'est une sorte de grosse introduction à la suite, donc s'il n'y a pas de questions ou de remarques, on va pouvoir passer à la suite. OK. Bon, on peut passer à la suite alors. Enchaîner. Donc, comme indiqué, au début en introduction, une petite partie maintenant, suite à la présentation de Pierre sur ce qu'était une donnée habitat et l'utilité de les bancariser. Maintenant une petite, partie sur, la façon dont sont structurées ces données, dans le SIMP.
Alors, on va faire aussi pas mal de rappels à ce qui a pu être dit ce matin, donc notamment pour ceux qui n'étaient pas présents, mais c'est toujours bon à prendre aussi pour ceux qui y étaient, hein. Ce diapo avait été présenté, présentant de manière un peu schématique, en fait, les différents flux de données qui existent et l'interopérabilité, entre les différentes plateformes. Donc, on voulait revenir dessus aussi pour indiquer, que les travaux sur les habitats sont aussi balbutiants, finalement, par rapport aux travaux qui existent sur les espèces et que donc leur prise en compte sur la plateforme thématique, est moins aboutie, heu, moins, avec moins de fonctionnalités en tout cas, mises en place que pour le côté espèce. Donc il y a beaucoup de choses qui débutent, et on va le voir, notamment à travers tous ces liens. Donc l'idée c'était donc, de montrer qu'il y avait des flux entrants, donc à travers le réseau de producteurs de données et Thomas Gachet et Pierre-Yves Gourville du CEN ont notamment présenté des passerelles qui peuvent exister directement avec certaines bases de données et systèmes d'information. Par exemple, en termes de travaux balbutiants et bien, sur cette passerelle-là, il n'y a pas encore la passerelle pour les habitats, mais par contre c'est quelque chose dont on va discuter, l'année prochaine, et qu'on va mettre en place. Mhm. Est-ce que vous pouvez penser à couper vos micros, par contre, s'il vous plaît? Merci. Ah. Concernant, ensuite les flux, vers, la plateforme, régionale, donc vers l'observatoire, ceux-ci pareil sont en cours de construction, avec l'ARB, nous avons entamé des discussions et nous allons les poursuivre dans le courant de l'année prochaine, notamment à travers l'élaboration d'un groupe de travail à Habitat, qui va permettre de structurer en fait, la façon dont on envoie les données, mais également le contenu et l'affichage en termes de valorisation de ces données dans les différents outils qui ont pu être présentés, ce matin. Et enfin, il y a également le flux vers la plateforme nationale. Donc, il y a une remontée qui est en cours et qui devrait, aboutir, en fin de cette année ou début de l'année prochaine. Voilà, en termes de sources de données, on voit enfin, Pierre a déjà présenté, pas mal de choses sur la diversité de ces données, mais on voit aussi qu'il y a une diversité de sources, notamment du fait du réseau de producteurs. Mais, donc, notamment, il y a les études de sites, hein, comme Pierre l'a dit, les cartographies d'habitat, sont en tout cas génératrices dans le SINP, régional d'une grande quantité de données d'habitat. Ça vient principalement du réseau Natura 2000, mais on a également des cartographies de réserves nationales, de NS, de SNIEF. Ensuite, là, ça va plutôt concerner les 3 CBN, hein, qui animent la plateforme régionale, donc CBN Massif Central, Pyrénées-Midi-Pyrénées et en coordination les CBN Sud-Atlantique, comme ça a été précisé ce matin, qui vont mener des études régionales. Heu, donc il y a un découpage qui est fait généralement par grand type d'habitat, grand type de milieu, hein, et pareil, ces études régionales vont permettre la production de données, donc principalement des données phytosociologiques, mais également des données d'occurrence habitat. Enfin, Pierre l'a mentionné, il y a le programme, CARAD, donc pour cartographie, des habitats, naturels et semi-naturels de France. Donc c'est un travail de modélisation à l'échelle nationale, mais dont la production est à l'échelle départementale et a commencé en 2020 et se terminera, aboutira en 2025. Qui a vocation à intégrer également le SINP régional. Et donc qui va être une source, majeure, hein, d'occurrence habitat. Et enfin, donc, c'est un petit peu plus en aparté, mais il y a également les dispositifs de suivi, qui sont mis en place dans le cadre de l'étude, du suivi de l'état de conservation, donc Natura 2000, mais également du changement climatique dans le cadre du protocole, du programme Sentinelle du climat, qui sont également une source en fait de collecte, de données, alors qui vont, eux, plutôt donner des données, qui vont être répétées dans le temps. C'est des programmes de suivi, avec des pattes de temps différents selon les protocoles, mis en place. Donc, je voulais juste préciser pour les cartographies, enfin les études justement des sites Natura 2000,
C'est pendant un moment justement les relevés phytosociologiques qui avaient été élaborés dans le cadre de l'élaboration des DOCOP, c'était une source importante justement des relevés phytosociologiques régionales. Et actuellement, en fait, on a très peu de ces relevés-là qui ont été intégrés pour l'heure. Donc, je vous invite à voir pour chacun de vos sites, justement, les relevés phytosociologiques que vous avez de disponibles qui ont permis l'élaboration de ces DOCOP-là et à les intégrer dans l'OBVNA. Parce que c'est ça qui permettra de nourrir tout un tas de données, que ce soit sur vos sites ou des synthèses à l'échelle régionale. Voilà, juste petite parenthèse là-dessus. On en reparlera tout à l'heure quand on fera la présentation de la partie sur les outils permettant justement la contribution ou le dépôt de données et la transmission de données. Donc voilà, juste pour faire par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter, donc sur les différentes sources de production, faire un petit état des lieux rapide. C'est beaucoup de redites avec ce qui a été déjà dit ce matin, mais actuellement nous avons 170 cartographies d'habitat qui sont bancarisées, issues de différentes sources, mais principalement issues des documents d'objectifs Natura 2000, ce qui représente 700 000 hectares de surface couverte, soit environ 8,5% de la région. On a également environ 70 000 relevés phytosociologiques à l'heure actuelle et on espère en avoir plus avec la remontée de données qui seraient pour l'instant uniquement chez vous. Donc ces 70 000 relevés phytosociologiques, il n'y en a pas forcément 70 000 qui sont reliés à une végétation, un habitat. Même on n'a pas de chiffre encore là-dessus, mais c'est assez faible le nombre, parce que ça demande un gros travail de rattachement. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Donc voilà, différentes sources de données pour pouvoir en fait avoir un format, pour pouvoir avoir des données qui puissent être échangeables, qui puissent être diffusables d'une manière la plus simple possible. Cela implique d'avoir un standard de données. C'est un peu le cœur aussi du SNP, c'est un peu ce qui en permet en tout cas son application pratique. C'est le fait que voilà, les données qui intègrent une plateforme sont standardisées. Alors, elles peuvent être standardisées par le producteur, mais le rôle de la plateforme régionale, c'est aussi de mettre au format du standard de données. Donc Solène Robert a présenté ce matin un petit historique du SINP, donc qui a connu effectivement pas mal d'évolutions au cours du temps. Les standards eux-mêmes ont connu une certaine évolution. Donc pour le standard qui concerne les données d'observation et de suivi d'habitat, il y a eu notamment une première version publiée en 2019, puis suite à un groupe de travail, une deuxième version publiée en 2022 avec des évolutions donc du format de données. Et donc ouais, le but du standard, c'est bien de pouvoir véhiculer les informations relatives aux habitats naturels et semi-naturels. Et donc, comme l'a répété Pierre juste avant, la notion d'habitat est bien entendu dans une acception large qui va recouvrir les habitats au sens strict, mais aussi les végétations. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail sur ce format standard de données, il s'articule vraiment autour de deux grands concepts centraux qui sont l'événement et l'observation d'habitat. Et au niveau de ces deux concepts, on va avoir donc différents champs, listes de valeurs, associés à des listes de valeurs ou non, qui vont venir définir, en tout cas permettre de donner des données qui vont être particulières à ces deux concepts. Le concept d'événement, donc c'est celui qui désigne l'événement de collecte d'informations. C'est un concept vraiment central qui définit, qui vient caractériser en fait l'emprise géographique de l'observation, mais également la période d'observation ainsi que l'observateur. Donc c'est un peu ce qu'on appelle métadonnées, mais pas dans le sens métadonnées au sens jeu de données, cadre d'acquisition, mais un petit peu les métadonnées du relevé d'observation qui vont permettre une exploitation scientifique de ces données. Donc, dans le cadre, déjà ce concept est obligatoire, on ne peut pas intégrer de données sans ce concept dans le SINP Habitat. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il contient des informations relativement réduites qui se concentrent en fait sur un socle commun d'informations primordiales qui sont elles-mêmes détaillées entre information obligatoire et information facultative. Donc l'événement, c'est lui qui va être relié à un jeu de données. Ensuite, à un événement peut être associé des observations d'habitat.
l'observation d'habitat, elle est en lien avec une typologie et donc dans le cadre des habitats et des typologies dont vous a parlé Pierre, donc notamment UNIS, cahier d'habitat, des typologies plutôt nationales ou supranationales pour, UNIS, cahier d'habitat justement. Il y a un référentiel de typologie qui s'appelle abref, donc c'est pas un référentiel au même titre que taxref, c'est un référentiel qui va contenir plusieurs référentiels et donc qui permet, via des systèmes de code de faire la distinction, entre les différents habitats. Les référentiels typologiques d'habitat sont généralement, comme pour taxref, sont des référentiels, hiérarchisés et donc on a des niveaux, plus ou moins fins, qui permettent de mieux préciser, mieux caractériser, notre habitat. Qui dit plusieurs typologies, dit aussi des principes de correspondance typologique entre les 2, entre, différentes, typologies, pardon. Donc comme l'a dit Pierre, par contre, il y a effectivement, parfois des problématiques, liées aux correspondances, de recouvrement partiel, d'un habitat vers un autre dans une autre typologie. Donc ce concept est effectivement évidemment obligatoire. Il est pareil, relativement simple dans ces données obligatoires. Donc on va avoir un nom cité d'habitat, qu'on peut associer à un code d'habitat qui est lui-même cité. Si on veut un rattachement à taxref, il y a donc ce qu'on appelle le CDHAB, c'est l'identifiant unique de l'habitat dans abref, qui permet de retrouver la typologie à laquelle il appartient. Donc, chaque habitat a un identifiant unique, ce qui n'est pas le cas avec le code qui est généralement utilisé. Donc, par exemple, si on parle du 6210 pour les pelouses calcicoles, qui est un habitat d'intérêt communautaire donc. Or, pour les habitats d'intérêt communautaire, il y a 2 typologies qui existent. La typologie Natura 2000 avec les habitats d'intérêt communautaire génériques. Donc c'est la typologie européenne. Mais il y a aussi une typologie qui est dite déclinée par pays. Donc en France, ce sont les cahiers d'habitat. Et dans ce cas-là, on peut se retrouver avec 2 habitats qui s'appellent 6210, si dans le cadre du cahier d'habitat, on ne va pas à la précision maximale. Donc l'utilisation du code associé à la typologie n'est pas bonne dans ce cas, puisqu'on ne pourra pas savoir à laquelle on fait référence. Donc le code, par contre, le CDHAB de ces 2 6210 est bien différencié en fonction des typologies. Mais si on ne passe pas par une typologie utilisée dans abref, il faut donc qu'on vienne le préciser. Donc il y a aussi des champs qui peuvent être obligatoires, facultatifs, dans le sens où ils ne sont obligatoires que si obligatoires conditionnels, pardon, que si un autre champ a été ou non renseigné. Donc dans ce cas-là, si on n'a pas de CDHAB, on ne peut donc pas savoir à quelle typologie on fait référence. Il est donc obligatoire de renseigner une typologie associée. Donc voilà, pour préciser les champs obligatoires et surtout indiquer que pour une donnée d'occurrence habitat, il y a pour une intégration dans le SINP, finalement, peu de champs obligatoires, c'est un format relativement simple, mais par contre que le format standard de données, lui, est plus étendu et permet de renseigner beaucoup d'autres informations et nous verrons que les outils de saisie sont notamment là pour aider à remplir toutes ces informations qui peuvent avoir un intérêt assez fort pour l'exploitation ensuite de ces données. Et sur les champs obligatoires, ce que l'on constate, c'est que finalement, il y a pour l'événement, seulement la date d'observation et la géométrie qui sont obligatoires à renseigner par le producteur. Alors, l'observateur n'est pas obligatoire dans le standard, mais nous verrons qu'il est fortement recommandé et de fait, sur les outils de saisie en ligne, la saisie est obligatoire. Pour les observations d'habitat, on a finalement seulement le nom cité ou le CDHAB ou code cité, donc au moins un des 3 qui est obligatoire, et le nom de la typologie si ce n'est pas un CDHAB qui est renseigné. Et enfin, afin d'assurer l'unicité des observations, notamment lors des échanges, ce que le SINP a mis en place pour ces 2 événements, donc pour ces 2 concepts obligatoires que sont l'événement et l'observation d'habitat, ce sont la mise en place d'identifiants uniques sous la forme d'UUID. Ce sont des sortes
de codes alphanumériques, assez complexes qui sont très peu probables, enfin dont il est très peu probable qu'il y ait des doublons et qui donc vont permettre, l'unicité de cette observation d'habitat, l'unicité de cet événement et savoir qu'on est bien sur le même quand on fait des échanges, notamment vers la plateforme nationale ou entre plateformes. Et ça, ce sont les plateformes régionales qui les génèrent. Alors, on va aussi vous parler d'un petit cas particulier là, ici, pour illustrer un petit peu aussi, ce que le standard permet, et qui fait partie des cas particuliers qui sont vraiment propres, aux données habitat. Ce sont notamment le cas des mosaïques et des correspondances. Donc, dans le cas des mosaïques, déjà, ce que le standard indique, c'est seulement si un événement est en mosaïque ou pas. Donc s'il est en mosaïque, il y a une petite arbre de décision dans le standard qui permet de savoir comment remplir cette information. C'est vraiment lié aux typologies qui vont être utilisées et au nombre d'habitats qui vont être renseignés. Donc, si on a une seule typologie, mais qu'on a, une seule observation, on on considère qu'on n'est pas sur une mosaïque. En fait, on a juste une occurrence d'habitat seule, et donc, par défaut, elle occupe 100 finalement de de l'espace dans lequel, elle est observée. Par contre, si on renseigne plusieurs, observations d'habitat associées à un même événement et à une même typologie, là, on considère que l'on est donc dans une mosaïque d'habitat et il faut que ce champ soit renseigné. Ces, ces mosaïques d'habitat sont généralement, notamment dans le cadre des cartographies, heu, enfin, les observations vont contenir différents, pourcentages de recouvrement qui vont permettre de préciser un petit peu plus aussi, heu, quels sont les habitats qui sont majoritaires et quels sont les habitats qui sont minoritaires et de pouvoir aussi calculer des surfaces. Ça, c'est aussi assez important pour les cartographies. Enfin, on a des correspondances, donc là, c'est plutôt des liens entre différentes typologies d'habitats, heu, qui sont établis. Donc on peut, par exemple, renseigner, plusieurs observations d'habitat au sein d'un événement, au sein d'une, géométrie. Donc dans ce cas-là, si on est sur des typologies différentes à chaque fois, on va toujours considérer qu'on n'est pas en mosaïque, si, ces différents habitats ont un lien entre eux. Par contre, si on est heu, dans le cas où on est sur une mosaïque, donc on est sur plusieurs observations d'habitat d'une même typologie, ces différentes observations d'habitat peuvent elles-mêmes être en correspondance avec d'autres typologies. Donc voilà, pour faire une petite synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que le format des données habitat, il est structuré par un standard qui est librement accessible sur, l'INPN notamment. Il y a 2 grands concepts qui l'organisent, qui le structurent, ce sont l'événement d'un côté et l'observation d'habitat de l'autre. Et que finalement, il y a un petit nombre de champs qui sont obligatoires pour que ces données puissent être intégrées au SINP, globalement qui répondent au qui, quand, quoi, où. Qu'il y a également une gestion des mosaïques, d'habitat et des correspondances qui est prise en compte dans le format. Et enfin, pour faire le rappel vers mon début, il y a l'interopérabilité que concernant les données habitat, il y a des flux de données qui sont en cours de développement. Donc d'un côté avec, la plateforme régionale, sur des travaux qui vont bientôt être engagés, comme ça a pu être, indiqué ce matin par, Xavier Fichet et également une remontée nationale qui est en cours, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. On va passer aux outils de diffusion, axés principalement pour le moment sur la consultation des données sur la plateforme régionale, donc comment vous pouvez accéder à ces données habitat. Je vous propose de passer à une, diffusion directement sur notre outil. Je vais donc changer de mode d'affichage. Pardon. Pardon. Alors, donc là, je suis sur, l'obv-na.fr. Je suis allé dans la partie consultation, donc qui est accessible via
l'onglet consulter. Je suis ici dans la partie cartographie, donc qui affiche la Nouvelle-Aquitaine. J'ai lancé préalable, donc je suis allé dans le volet de droite habitat, donc comme si ça a déjà été dit, il y a un volet qui concerne les espèces, un qui concerne les habitats et un qui concerne la géologie. Dans ce volet habitat, alors nous allons avoir 2 choses. Nous allons avoir un premier onglet qui va concerner les cartographies d'habitat. Donc là, en fait, la particularité de la cartographie, c'est que c'est généralement associé à un site. Donc on a un système de requêtage qui est plus axé sur le site pour la partie cartographique. On y a également inclus l'affichage des dispositifs de suivi permanent. Donc ça concerne les suivis dont on a parlé, des suivis habitat, donc soit dans le cadre de Natura 2000, soit dans le cadre de Sentinelle du climat. Par exemple, voilà, en cliquant sur Pelouse Calcicole, on a accès ici aux différentes localisations des dispositifs de suivi permanent. Pour les sites Natura 2000, c'est pas ici. Bon. La recherche donc par autocomplétion sur la liste des sites. Donc ici, c'est le découpage est par ex-région, mais ce module est en cours de refonte et on parlera des perspectives un petit peu après. Et donc voilà, on a accès à la cartographie. Donc cet accès est déjà en open data, comme on l'a dit, puisqu'on a déjà accès à la donnée précise. Donc là, je suis connecté à mon compte, mais on peut y accéder sans connexion. Hop. Je vais maintenant passer à la partie répartition. Donc là, cette fois-ci, on peut accéder aux données des différentes typologies qui sont gérées par la plateforme. Donc le référentiel, donc le catalogue des végétations pour ce qui va être la phytosociologie, mais également, comme l'a indiqué Pierre, les cahiers d'habitat pour les données Natura 2000, également le référentiel EUNIS. On a laissé corps biotope, mais c'est plutôt historique, puisque historiquement, beaucoup de données, notamment des cartographies d'habitat, contenaient ce type d'informations. Mais comme l'a dit Pierre, c'est quelque chose que l'on est en train d'abandonner pour toutes les problématiques qui sont posées d'ancienneté, mais également de relations avec les autres typologies. Donc là, par exemple, j'ai fait une recherche sur une végétation, le Quercus pyrénéique. Ça nous affiche des données à la maille, 5 km, mais on peut jouer sur les niveaux. Là. Je dois être déconnecté. Donc la maille 5 km par défaut, sans compte, on ne peut pas descendre plus bas. Par contre, avec un compte, on peut aller plus loin en termes de visualisation. Les données qui viennent nourrir finalement cette visualisation, cette cartographie, ce sont les données qui sont donc à la fois issues des rattachements de relevés phytosociologiques, des occurrences d'habitat, mais principalement dans une écrasante majorité des cas par les cartographies d'habitat Natura 2000 qui, une fois bancarisées, en fait, viennent nourrir ce type d'indicateurs. Donc juste pour préciser, pour les végétations, on n'a pas encore le degré de connaissance évidemment comme pour la flore, où une grande partie du territoire est couvert. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Évidemment, là où il y a des grands trous, notamment pour la répartition, là par exemple, c'est les forêts thermophiles à Chêne-Tozin. Il y en a un peu partout dans les Landes de Gascogne. Là, on voit qu'il y a quand même des gros trous parce que c'est l'état des connaissances actuelles et qu'on n'est pas encore au niveau de la flore. Là, c'est quand même quelque chose à préciser. Et encore plus, par exemple, pour les habitats Nice, on a une méconnaissance qui est encore plus importante parce que la conception même de certains habitats pose encore débat et n'est pas très claire. Donc, les données sont encore moins associées à cette typologie-là. Donc voilà, toujours systématiquement, on prenait ces cartes de répartition avec des pincettes. C'est assez important. Donc au fur et à mesure, ça évoluera évidemment, mais pour l'instant, on est encore
On est encore au début de cette connaissance-là. Voilà pour le petit tour d'horizon sur le mode, de consultation, cartographique. On voulait vous parler d'un autre mode, de consultation qui est, le mode, le requêtage en fait des données. Et là pour le coup, il faut, disposer d'un compte puisqu'il faut, on y accède via l'accès réservé propre à un compte, sur le Beclena. Donc si vous ne disposez pas de compte, je vous invite à vous inscrire. Je ne l'ai pas précisé, mais quand je vais le faire, ce sera plus simple. Lors de l'identification, voilà, si vous n'avez pas encore de compte, vous avez un petit lien URL qui va vous emmener vers une page pour vous inscrire. Donc là, oui, on a vu le module de consultation, c'est-à-dire la consultation en ligne directement des données qui sont présentes dans le SINP régional, mais il y a aussi la possibilité d'exporter des données. Donc ça qui est encore une chose différente. Donc là, c'est ce que va vous présenter Aurélien. Donc, dans l'accès réservé, j'ai cliqué sur l'icône consultation. C'est ce qui permet d'arriver en fait sur ce module qui est en fait un requêteur de données qui va nous permettre de créer une requête en utilisant les champs des données de la base. Donc on a plusieurs types de requêtage. On peut d'abord requêter par la source, qui va être par la personne qui a saisi, par l'observateur, ou en tout cas par les métadonnées via le cadre d'acquisition, le jeu de données ou d'autres informations. On peut également faire des requêtes plus géographiques, donc par territoire, soit par commune, département ou par des listes existantes de territoires, mais également en faisant des dessins de polygones sur la carte. On peut également glisser-déposer une couche géographique. Donc il y a une petite spécificité, c'est qu'il faut que cette couche soit au format GeoJSON et dans un système de projection 3857, mais il y a un petit tutoriel pour expliquer comment faire. Et donc on peut ainsi, quand on a un projet particulier qui ne se retrouve pas finalement dans ces critères, on peut venir juste mettre notre périmètre et requêter dessus. Donc après, on peut également requêter via différentes informations liées au relevé, des dates, en utilisant des identifiants, des types de relevés. On voit ici notamment l'UID de relevé. Donc l'UID de relevé, c'est finalement l'UID de notre événement. On peut aussi faire des recherches liées aux observations. Alors ici, observations espèces. Et en dessous, liées aux habitats. Donc là, on peut requêter sur le référentiel phyto et également sur les référentiels habitat. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, on peut requêter quasiment la plupart des champs de saisie. Donc ça, c'est ce qu'on vous montrera plus tard. Mais en fait, la plupart des champs où on saisit des données, quelles qu'elles soient, on peut faire une requête par ce champ-là. Et on peut les croiser. Je vais juste passer ensuite sur un résultat pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Là, j'ai fait, c'est le résultat d'une requête sur l'habitat 7220, donc habitat d'intérêt communautaire des TUF calcaires, et qui nous donne accès aux données sur le territoire, avec donc l'aspect cartographique, également sur le côté gauche, des informations sur les différents relevés qui existent. En cliquant sur ces relevés, on peut donc ils s'affichent en rouge sur la carte, donc on peut savoir où ils sont. On peut accéder à la liste des taxons et aussi à une liste d'habitats. Donc ce sont les différentes occurrences d'habitat qui sont renseignées pour ces relevés. Je vais vous montrer
un autre type d'export, donc là c'est plus de la consultation pure, c'est de l'affichage des résultats, mais on peut aussi requêter et exporter les données donc sous deux grandes formes, donc ce qu'on appelle les données brutes, mais également une autre forme d'extraction qui a été évoquée ce matin lors d'un retour par Vienne Nature, c'est l'export sous la forme de tableaux phytosociologiques. C'est une organisation des données qui est différente des données brutes et qui permet une exploitation plus rapide de ce type de données particulier qui est le relevé phytosociologique. Donc là, par exemple, si je reprends mon Quercus pyrénéique de tout à l'heure, je viens le sélectionner donc dans la liste déroulante qui est connectée au référentiel phytosociologique du CBNSA. Et pour ça, donc tout à l'heure, pour accéder aux données que je vous ai montrées, il fallait faire afficher les données brutes, et là, c'est extraire un tableau phyto. Juste, je voulais préciser aussi, ce requêtage-là se fait uniquement sur les données d'occurrence, pas sur les cartographies d'habitat centralisées. Exactement. Donc voilà, quand on requête, ça pour un tableau phytosociologique, ça nous montre une petite pop-up qui va nous indiquer le nombre de relevés qui vont être extraits, ici 569. Et on a des modalités en fait d'extraction concernant le tableau phyto qui vont permettre de venir affiner le produit que l'on souhaite obtenir. Donc par exemple, il y a des modes de regroupement que l'on peut souhaiter ou non avoir sur notre tableau. Donc soit on peut vouloir regrouper toutes les observations floristiques sous le nom retenu, ce qui correspond au CDRF. C'est-à-dire que tous les synonymes vont être agglomérés dans une seule observation. Soit on peut justement vouloir garder le nom tel qu'il est indexé dans TaxRef, c'est-à-dire pouvoir garder les synonymes tels qu'ils ont été renseignés. Mais on peut également uniquement vouloir souhaiter garder le nom tel qu'il a été cité par l'auteur, ce qui peut être différent pour des synonymes. Et enfin, on peut également fusionner les strates, c'est-à-dire, dans le cadre de la phytosociologie, on peut renseigner l'abondance-dominance via les coefficients présentés par Pierre au sein de strates différentes, donc strates herbacées par exemple, arbustives ou arborées. Et on peut décider lors de l'extraction de ne pas prendre en compte ces strates et donc de les fusionner ensemble. Je ne vais pas télécharger le tableau, mais je vous invite à le faire si vous pouvez. Donc voilà pour le tour sur la partie consultation. Donc c'est deux grands volets, le volet module cartographique qui permet vraiment une consultation en ligne directement des données sur des territoires. Et également, lorsque l'on dispose d'un compte, cette partie extraction des données, donc avec ces deux modalités, donc une modalité aussi de visualisation des données via l'affichage des données brutes, mais également d'extraction qui nous donne donc un dossier compressé qui va contenir plusieurs fichiers, des fichiers SIG pour un affichage directement sur un SIG tel que QGIS par exemple, mais également donc pour le tableau phytosociologique des tableaux sous format CSV qui vont d'abord contenir soit le tableau phytosociologique, enfin le tableau phytosociologique d'un côté, mais également toutes les données brutes dans un autre tableau. Et pour l'extraction des données brutes, on a une extraction qui va concerner donc à la fois les habitats et les taxons dans des fichiers séparés, à la fois SIG et CSV. Je vais revenir maintenant sur le PowerPoint. On va vous faire un petit rappel et puis on va enchaîner sur le temps d'échange avec vous sur cette partie de consultation des données sur l'OBV. D'abord sur les perspectives de développement, puisqu'il y a beaucoup de perspectives qui répondront certaines à quelques-unes des premières questions qui sont posées dans le chat. Et après, effectivement, sur le temps d'échange, c'était déjà plusieurs questions. Ok. Après, Donc tu voilà, peux passer rapidement, on est déjà en c'est un retard. Donc, rappel. Oui, pardon. Voilà, c'est juste un rappel puisque les PowerPoint vous seront transmis
Et comme ça, vous pourrez revoir de manière synthétique les différentes infos présentées. Donc oui, passons aux perspectives. Alors je vais commencer par la première et puis je te laisserai, Pierre, enchaîner sur les autres. La première perspective, c'est alors plutôt la poursuite du développement du module des signatures 2000, qui est un module finalement de valorisation et d'exploitation des données habitat qui sont bancarisées dans la base de données. Et donc il va permettre de faire un peu, de donner une synthèse par site des informations, notamment habitat, qui sont contenues dans ce site, soit par la cartographie ou les cartographies successives de ce site, soit par les données issues des relevés phytosociologiques, mais également des données d'occurrence habitat. Et donc cette première perspective, en fait, ça rejoint un peu la première question qui est posée là sur l'export shape des cartographies d'habitat de Natura 2000. Actuellement, c'est pas possible. Par contre, dans la perspective justement d'un développement d'un module des sites Natura 2000 spécifiquement pour les animateurs, mais qu'on peut étendre aussi pour tout ce qui est réserve, il y aurait cet objectif-là justement de pouvoir disposer de ces couches cartographiques et de pouvoir les télécharger. Oui, totalement. Donc actuellement, c'est pas le cas, mais ça va bientôt le devenir. En perspective, il y a également la création de fiches à l'association en ligne. Donc ça, c'est un peu si vous avez déjà consulté certains rapports du CBNSA. Dedans, on a des fiches, et maintenant d'ailleurs les rapports qui sont faits au niveau régional, on crée des fiches à l'association. Donc c'est-à-dire c'est des fiches pour mieux comprendre l'association végétale, comment elle se caractérise, donc c'est-à-dire par un cortège floristique, quel cortège floristique, l'écologie, la dynamique. En fait, il y a tout un tas d'informations qui sont liées à cette végétation-là, et qui sont disponibles actuellement qu'en format PDF, ce qui n'est pas forcément très pratique, que ce soit pour nous, même pour la consultation. Et l'objectif, c'est de pouvoir passer à ces fiches-là en ligne directement, donc de quelque chose de beaucoup plus interactif, avec la possibilité de les extraire, évidemment, et de pouvoir surtout les compléter au fur et à mesure. Parce qu'actuellement, ces fiches-là, on reprend les fiches qu'on a déjà rédigées, qu'on complète avec l'amélioration des connaissances, et puis elles sont rediffusées dans le cadre d'un autre rapport qui traite de cette végétation. Donc en fait, il faut attendre un nouveau rapport d'étude pour finalement avoir une actualisation de ces fiches. Avec ces fiches en ligne, ça permettrait d'avoir un complément en permanence, notamment sur les cartes de répartition qui seraient liées. Donc ça, c'est un travail qui est assez abouti en termes de développement, donc qui devrait voir le jour normalement début 2023. Tu me dis, Aurélien, si je m'avance trop, mais normalement, ça devrait être dans cette période-là. Non, oui, c'est le bon timing. Quelque chose d'un peu plus accessoire, mais qui est vite intéressant dès qu'on va dès qu'on veut avoir des informations de synthèse, c'est sur le modèle de la flore d'avoir des indicateurs cartographiques. Donc, c'est quoi les indicateurs cartographiques? C'est tout simplement savoir, par exemple, le nombre de végétation qu'il y a sur une maille ou sur une commune, le nombre de relevés phytosociologiques, donc pour savoir finalement la pression de connaissance en termes de répartition, où elle est. Donc pour lancer les nouveaux programmes notamment, c'est utile. Savoir là où les habitats d'intérêt communautaire se concentrent. Donc bon, forcément actuellement, vu qu'un des gros pourvoyeurs de données d'habitats d'intérêt communautaire, c'est les sites Natura 2000, bah, il y aura un biais sur les premières cartes où on verra que ça se concentre dans les sites Natura 2000, ce qui n'est pas forcément une réalité. Enfin, peut-être que si, mais pas que. De connaître là les secteurs d'enjeu sur les habitats patrimoniaux, etc. Donc ça, c'est des outils qui sont assez intéressants, notamment pour les synthèses rapides et pour se donner des aperçus sur l'état des connaissances aussi. En perspective pour 2023, au même titre qu'il y a une liste des taxons sensibles, donc c'est-à-dire ces taxons qui sont ou qu'on ne peut pas consulter à une donnée précise, vu que l'objectif à assez court terme, c'est que l'open data, c'est-à-dire avoir accès à l'intégralité des données en termes de précision, la même chose pour les habitats évidemment et les végétations, et donc il faut qu'on travaille sur une liste des habitats et végétations sensibles. Donc là, c'est un peu différent de la flore, parce que en soi, des habitats sensibles, il y en a pas beaucoup, enfin, c'est assez restreint. La plupart du temps, c'est lié à la présence de taxons patrimoniaux, parce que voilà, il y a certaines végétations qui possèdent systématiquement une espèce dite sensible, donc voir comment on conjugue tout ça. Par contre, la sensibilité, elle peut être liée finalement à la qualité de l'habitat. C'est notamment par exemple le cas des forêts anciennes. C'est-à-dire que toutes les forêts finalement ont des intérêts patrimoniaux plus ou moins importants, certaines faibles. Par contre, les forêts anciennes qui sont très rares, elles, cette caractéristique-là est très importante. Donc il faudra qu'on voit aussi comment inscrire
ce type d'information-là dans les habitats sensibles. Bon, puis voilà, c'est un travail qui va prendre du temps, qu'il faut faire sur l'ensemble des référentiels, puisque par exemple, si dans le référentiel phytosociologique, on masque les tourbières, ben forcément, il ne faut pas qu'on puisse pouvoir les retrouver la localisation par les habitats ENIS ou d'intérêt communautaire. Donc voilà, tout un tas de choses, de réflexion qui sont en cours là-dessus. Ça fait appel un peu aussi c'est des questions qu'il y a, donc qu'on va discuter juste après sur les droits d'accès à certaines choses, parce qu'on en a très peu parlé. Mais actuellement, oui, il y a des droits d'accès, on peut pas, tout le monde ne peut pas tout faire. Et le dernière perspective, je le laisse Aurélien. Oui, oui, voilà, j'allais enchaîner rapidement dessus. Donc, effectivement, là, ce sont un peu plus des réflexions d'un peu plus long terme, mais il y a des réflexions en cours sur la refonte du module de consultation, mais également du module d'extraction, et notamment des perspectives de pouvoir avoir un module unique qui permette de faire les deux. Et il y a également, comme ça a été indiqué ce matin, sur les cartographies d'habitat, une réflexion en cours sur la sémiologie graphique associée à la consultation de ces cartes. Donc là, on peut peut-être commencer. Temps d'échange. Non, pardon, je vais juste te dire qu'on pouvait peut-être commencer par répondre par les questions qu'il y a dans le chat. Ouais, effectivement, je ne vois pas forcément. Ouais, c'est pour ça que j'allais. Donc la première question, donc c'est sur les export shape. Du coup, on a répondu normalement. La deuxième question, c'était comment faire pour lorsqu'un partenaire fait une étude et pour pouvoir rattacher de manière assez facile finalement tous ces relevés phytosociologiques qui ont été réalisés, comment les rattacher facilement à un avis d'intérêt communautaire ou à un syntaxon, c'est-à-dire sans avoir à repasser systématiquement sur l'ensemble des relevés qu'il y a dans l'OBV. Ben Ça là, peut faire partie d'une perspective d'évolution, hein, puisqu'à l'heure actuelle, effectivement, ce n'est pas possible de faire autrement. La solution qu'on peut proposer, en fait, c'est d'envoyer, donc suivant le secteur où vous êtes dans la région, à votre CBN de rattachement, d'envoyer la liste des identifiants de chaque relevé avec le nom du syntaxon complet tel qu'il est dans le référentiel. Et dans ce cas-là, après, par exemple, Aurélien peut intégrer automatiquement dans l'OBV. Mais par contre, il faut un fichier qui soit vraiment carré et qu'on n'ait pas besoin, nous, de repasser dessus. Mais dans ce cadre-là, c'est faisable. Donc ponctuellement, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne sais pas si ça répondrait à votre problématique dans un premier temps, mais c'est la solution la plus simple et c'est actuellement, nous, ce qu'on fait également dans nos études des connaissances. La deuxième question, c'est l'outil de requête est-il disponible sous certains droits ou pour tout public? Actuellement, j'ai un compte, mais dans un accès rapide, il n'y a pas d'accès à cet outil. Donc là, l'outil de requête, je ne sais pas si... Je pensais que tout le monde y avait accès. Mais... Théoriquement, oui, tout le monde y a accès, qu'importe le compte. Par contre, on ne peut pas extraire, normalement, on ne peut pas extraire toutes les données. C'est ça. C'est que les partenaires, du coup, peuvent extraire que leurs propres données, actuellement. Mais ça va évoluer avec la prise en compte de l'open data, bien évidemment, pour qu'il y ait un accès aux données publiques et non sensibles à tous. C'est la gestion des données, c'est-à-dire qu'actuellement, voilà, les partenaires peuvent accéder qu'à leurs données, ne peuvent pas accéder à toutes les données, donc c'est vrai que ça peut poser certains problèmes. Il y a aussi des réflexions, notamment pour les gestionnaires de sites, d'avoir accès à l'ensemble des données qui sont sur leur site. Donc avec l'open data, bon, ça va changer, il n'y aura plus forcément besoin de ces droits localisés. Est-ce que les informations OBV de végétation humide permettent d'alimenter des bases de données sur les zones humides réglementées par la loi sur l'eau? Oui. Oui, il y a notamment eu des échanges de données qui ont eu lieu avec le Forum des marées atlantiques à ce sujet. Et après, probablement dans le cadre d'une exploitation nationale, mais je ne saurais pas vous répondre là-dessus, en tout cas à une échelle régionale, ces données sont importantes hein, pour le FMA notamment, qui nous en a fait la demande pour pouvoir localiser ces zones plus précisément. Lors d'une demande d'extraction de données, si une cartographie d'habitat est disponible, est-ce qu'elle est jointe à l'extraction? Oui. Alors, question suivante. Dans le cadre de l'inventaire forestier de l'IGN, sur chaque placette, un relevé phytosociaux est fait avec une caractérisation de l'habitat forestier. Ces données sont-elles intégrées au SINP? Au SINP régional, je ne crois pas.
Je ne crois pas parce qu'en fait, du coup, actuellement, si je ne me trompe pas, l'IGN ne diffuse pas les données à la donnée précise. Donc c'est les données dégradées, il me semble, à la maille de 1 kilomètre. Donc SNP national, je ne sais pas comment c'est retransmis, mais en tout cas, régionalement, on n'a pas cette donnée encore. Je vois l'heure passer, là, je propose Oui. qu'on enchaîne et n'hésitez pas à nous poser des questions ensuite par mail, on y répondra. Oui, parce qu'on commence à prendre pas mal de retard, du coup, Aurélien peut-être rentrer moins dans le détail pour la prochaine partie sur la contribution. Oui, je vais être plus rapide. Donc, il y a déjà eu d'ailleurs une question concernant le rattachement là, qui concernait plutôt la partie contribution. Donc, je vous propose de voir maintenant quels sont les outils qui existent actuellement sur la plateforme qui permettent donc de saisir vous-même vos données. Et on verra également comment on peut intégrer aussi des données externes. On va commencer d'ailleurs par un type de données particulier qui n'a pas de module spécifique à l'heure actuelle sur la plateforme, sur le PV. C'est la cartographie d'habitat. Donc la cartographie d'habitat, c'est un petit peu particulier, notamment sur le plan géomatique, puisqu'il y a des contraintes de topologie à respecter, par exemple, qui rendent cette saisie difficile, enfin en tout cas plus complexe à mettre en place en termes de formulaire sur le site. Donc, ce qui a été proposé, c'est de créer un outil externe basé sur un ICG, enfin, un logiciel libre et gratuit qui s'appelle QGIS et qui s'appuie sur une base de données qui est un réplica finalement de la partie qui stocke les cartographies d'habitat dans notre base de données et avec un système de formulaire, un petit peu comme sur la plateforme, qui permet la saisie standardisée des informations. Donc c'est une structure qui est compatible avec le SCMP Habitat, mais qui historiquement était différente, enfin en tout cas n'est pas partie directement du SCMP Habitat, mais partie d'une structure qui était propre à la saisie des cartographies d'habitat, qui a été rendue compatible, qui s'appuie sur des référentiels, dont notamment le référentiel phytosociologique et bref, et qui contient différentes fonctionnalités d'aide à la saisie, donc notamment l'utilisation des correspondances via le catalogue des végétations, mais également d'autres possibilités d'aide à la saisie, donc notamment le fait de copier d'un polygone vers plusieurs autres les informations habitat qu'il contient. Donc comment se le procurer, comment l'utiliser? Il faut d'abord prendre contact avec le CBN concerné selon le territoire, donc Massif Central si vous êtes sur le Limousin, Pyrénées-Midi-Pyrénées si vous êtes sur la partie montagnarde du 64, ou si vous êtes sur un Poitou-Charentes ou sur l'Aquitaine, sauf partie montagnarde du 64, au CBNSA. L'idée de prendre contact avec le CBN, c'est surtout de pouvoir se mettre en relation à la fois avec un référent géomatique, mais également un référent scientifique, puisque chaque CBN étant responsable de la validation scientifique de ces données, il y a notamment un regard qui est porté sur la production, mais également aussi une validation géomatique. Donc tout ça peut donner lieu à des allers-retours. Une fois la validation terminée, le résultat est intégré dans la base de données. Pour aider à son utilisation, il y a des formations annuelles qui sont données. D'ailleurs, la prochaine formation est demain. Elle est déjà complète par contre, mais en suivant les actualités, si vous êtes intéressé pour une formation l'année prochaine, vous pourrez avoir l'information de quand c'est donné. Enfin, pour revenir à la plateforme, il y a aussi des formulaires de saisie en ligne qui existent. Alors, là, on va essayer d'expliquer le concept, mais il y a 3 grandes modalités. Donc Pierre a bien insisté sur le fait qu'il y avait des types de données habitat différents et des sources de données différentes, et donc et des données qui répondaient à des besoins. Donc historiquement, ce qui a été créé, ce sont pour chaque besoin des formulaires particuliers qui étaient adaptés à ce besoin, adaptés à la saisie d'informations de ces besoins-là. Et concernant plus spécifiquement les observations d'habitat, on peut donner 3 grandes modalités. Donc soit on a une observation phytosociologique associée à plusieurs
potentiellement autres observations qui sont issues d'autres typologies habitat, sans forcément de liste d'espèces, ou alors avec une liste d'espèces sans coefficient. Pour ça, il faut passer par un relevé floristique, dans lequel on va avoir une partie, dédiée, en fait, qui permet de saisir ce type d'informations. Si on a par contre, la saisie d'un relevé phytosociologique, donc de matériel qui va permettre de donner une occurrence d'habitat, mais qui n'est pas nécessaire à ce moment-là, puisque le relevé phytosociologique peut ne pas être associé à une occurrence d'habitat. Il y a un formulaire dédié, relevé phytosociologique, donc dans la partie contribution, qui permet d'associer une végétation et des habitats en correspondance. Et enfin, dans le cas donc, on n'est pas du tout sur des observations, d'espèces, on est uniquement sur des observations, d'habitats qui peuvent contenir des mosaïques ou des coefficients, d'abondance. Donc on peut avoir des listes en fait d'habitats avec, des pourcentages de recouvrement ou des coefficients d'abondance-dominance, ce qui va concerner plutôt les cartographies d'habitat ou les relevés paysagers. On a mis en place un formulaire qui s'appelle, relevé d'habitat, qui, en fait en permet la saisie. Et dont les observations ne sont que des occurrences, d'habitat pour le coup. Je vais passer, donc, pour expliciter un petit peu comment fonctionne la partie, saisie dans les relevés, floristiques ou phytosociologiques. C'est le même bloc, hein, c'est le bloc, typologie, pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et vous expliciter un petit peu comment il fonctionne. Donc, comme je l'ai expliqué au début, dans la partie structure des données habitat, une donnée habitat, doit être liée à une typologie. Ce que l'on fait dans notre outil, c'est que l'on cadre en fait, ce choix et cette saisie en obligeant à sélectionner une typologie via une liste déroulante. Et en même temps, c'est un choix pratique puisque ça nous permet de créer des outils de recherche qui sont adaptés, qui vont chercher dans la bonne liste. Donc, comme on a d'un côté, des outils, enfin des listes, des référentiels pardon, qui sont dans un bref, et de l'autre, on a un référentiel particulier qui est un référentiel, lié à un territoire, qui est le référentiel phytosociologique, du conservatoire. On peut donc jongler en fait entre ces 2 référentiels en choisissant dans la liste. Donc là, par exemple, sur l'illustration, on va rechercher, on a un mode aussi de recherche par autocomplétion qui permet de ne pas saisir l'intégralité d'un nom, qui fonctionne de la même façon pour les espèces que pour les habitats. On peut taper les premières lettres simplement, même, les premières lettres de plusieurs mots et ça va nous rechercher, soit la végétation, soit ses synonymes. Là, on avait recherché Quercus pyrénéique, comme on l'a montré tout à l'heure. On a pu renseigner son cité, son revenu, et on lui a également associé, en allant chercher dans les autres typologies, un habitat d'intérêt communautaire, le 9230-1, et aussi un habitat UNIS, le G1.78. Voilà, pour vous montrer un petit peu, donc pour gagner du temps, je suis désolé, on avait prévu de passer sur la plateforme directement, mais au vu de l'heure, je préfère avancer plus vite et donc heureusement qu'on avait prévu ces diapositives. Voici ce qui va concerner ce qu'on appelle le relevé habitat, donc c'est le relevé qui permet de saisir des observations, non pas d'espèces cette fois-ci, mais d'habitat avec des pourcentages de recouvrement. Et donc voilà à quoi ressemble cette partie. Globalement, le bloc est similaire. On peut, associer d'autres informations, plus complètes, pour chaque type, de saisie, donc végétation ou habitat. On peut notamment ajouter un pourcentage de recouvrement ou un indice de forme, et également des indicateurs liés à la typicité structurelle ou floristique de cet habitat. Et on a aussi dans ce formulaire de saisie une notion, qui est la liaison des observations d'habitat entre elles, ce qui va nous permettre de préciser, en fait, dans le cas où on est notamment sur des mosaïques avec correspondance, quels sont les habitats qui sont en correspondance les uns avec les autres. Donc là, par exemple, j'ai saisi 3 végétations, et un habitat d'intérêt communautaire. Et donc, j'ai spécifié, donc, par exemple, en cliquant sur le lié à, sur ce bouton-là, pour le Cratonoretum communitati, qui est une végétation de source pétrifiante, j'ai précisé qu'elle était liée à cet habitat d'intérêt communautaire.
Donc là, juste pour préciser, chacune des végétations, donc là que montrait Aurélien, peut être reliée à un relevé phytosociologique. Derrière, là, on a juste montré toutes les données qui étaient liées à une donnée de végétation d'habitat, mais après, derrière, on peut saisir un relevé phytosociologique. Donc classique avec, pareil, autocomplétion, on saisit l'espèce et on met le coefficient qui va avec. Donc là, n'hésitez pas sur les questions. On est passé rapidement. Ce qu'on se demandait hier avec Aurélien, c'était aussi le besoin peut-être de formation sur l'utilisation justement de la plateforme de l'OBV, notamment sur les aspects d'habitat. Enfin, c'est vrai qu'à une époque, il y avait eu des formations, il n'y en a plus énormément actuellement, et peut-être que c'est un besoin en fait, avec notamment les développements qui vont arriver et les besoins. Donc, n'hésitez pas à nous dire. On est là pour Dire ça. soit dans le chat, soit effectivement plus tard, si l'idée vous vient plus tard, de me contacter par mail. Après, c'est vrai que là, il y avait pas mal de questions sur sur la consultation, parce que c'est vrai que c'est le plus facile d'accès. C'est voilà, c'est les données déjà analysées, triées, donc c'est souvent ce dont vous avez besoin. Mais finalement, les besoins sur sur la saisie, la contribution, à quel point du coup vous contribuez? Bon, c'est une question large et pas évidente, parce qu'il y a 80 personnes à peu près présentes sur ce webinaire, donc si tout le monde dit oui, ça fait vite beaucoup de choses, mais déjà pour avoir qui c'est qui crée vraiment beaucoup de données dedans et quelles ont été les limites, par exemple, pour ceux qui ont déjà essayé. Ça qui peut être intéressant et qui peut être à la base de discussion. Après, ça se trouve, hein, vous saisissez et tout se passe très bien, tout est parfait. S'il n'y a pas de questions, je propose de passer rapidement du coup aux perspectives, qui pourront peut-être alimenter d'autres questions justement. Pierre, c'est bon pour toi? Bah oui, tant s'il n'y a pas de questions, hein. Je ne sais pas si c'est la digestion ou. Alors voilà, oui, en perspective d'évolution qui vont être liées à la contribution et aussi plus largement à la consultation, et qui ont eu aussi une importance dans le cadre du SIMP, c'est notamment la mise en place d'un module de validation des données habitat. Donc il y a un atelier dédié à la validation après, mais ce qu'on voulait indiquer, c'est que déjà à l'heure actuelle, on n'a pas ce module de validation. Il existe pour les espèces, mais il n'existe pas pour les habitats. Mais par contre, c'est une perspective de court terme, puisqu'on prévoit que ce soit opérationnel au moins en interne pour le premier trimestre 2023, et ça nous permettra voilà, d'avancer en fait sur cette validation des données habitat et donc aussi de fluidifier les flux, notamment vers la plateforme nationale. Je te laisse enchaîner Pierre sur la gestion du système. Ouais, déjà sur le module de validation, c'est vrai qu'actuellement, donc, il y a un module de validation pour la flore, il n'y en a pas réellement pour les habitats, les végétations. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes, ben voilà, pour les cartes de répartition que vous consultez, pour les habitats d'intérêt communautaire, enfin pour beaucoup de choses. Ça pose question. C'est plus complexe à mettre en place parce que voilà, la donnée flore est assez facile, on va dire, à valider, puisque ça va se baser surtout sur la chorologie. Donc en fait, l'impossibilité ou pas que l'espèce soit présente, voilà, c'est l'un des principaux leviers de validation. Pour les végétations et les habitats, on peut utiliser ça, mais il n'y a pas que ça, puisqu'on a des relevés phytosociologiques qui sont associés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se valider par l'analyse de ce relevé phytosociologique. Il y a voilà, les données écologiques qui sont liées aussi au relevé, à la donnée d'occurrence. Il y a quelquefois des données écologiques qui sont liées, donc de voir si ça permet de pouvoir valider ou pas. Et puis surtout, il y a une validation à différents niveaux hiérarchiques. C'est la phytosociologie, donc les végétations sont structurées en 5 systèmes, c'est-à-dire qu'on va de la classe phytosociologique à l'ordre, l'alliance et puis l'association pour faire assez rapide. L'association peut avoir un doute, par exemple, sur la validité de sa présence. Par contre, l'alliance, on n'a aucun doute, parce que c'est une alliance commune et tout ça, c'est peut-être l'association, on n'est pas sûr. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on travaille à des réflexions pour valider à différents niveaux hiérarchiques, ce qui n'est pas évident. Donc là, voilà, il y a plein de réflexions là-dessus qui sont en cours et on verra où est-ce qu'on arrive à aboutir. Donc le point suivant, c'est effectivement la gestion du système, donc le système hiérarchique, c'est-à-dire le catalogue des végétations de Nouvelle-Aquitaine.
C'est actuellement ce qui est actualisé chaque année dans l'OBV Nouvelle-Aquitaine. L'idée, c'est de passer d'un fichier qui est actuellement un fichier Excel de travail qu'on intègre chaque année à un outil plus fonctionnel et plus fluide, enfin plus moderne, on va dire, une base de données en ligne, justement pour pouvoir gérer l'ajout de nouvelles végétations, les rattachements aux habitats intercommunautaires, par exemple, quand ils changent, tout ce genre de choses-là. La possibilité de correction, enfin voilà, de faciliter ce travail-là, et notamment la possibilité pour vous, donc là, en consultation, de pouvoir signaler des problèmes. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Voilà, sur le module de gestion de un système, bon après voilà, n'hésitez pas sur les questions à commencer déjà dans le chat au fur et à mesure, hein. Donc là, le point suivant, ça peut rejoindre, enfin, ça rejoint un peu tout ça, c'est en projet qui commence à être voilà, assez avancé quand même. C'est les suggestions en fait, de rattachement des relevés phytosociologiques, donc de manière un peu semi-automatique. C'est-à-dire que vous saisissez votre relevé phytosociologique dans la plateforme SCNP régionale et différents systèmes statistiques vous proposeront des rattachements. Donc l'objectif, c'est pas de vous dire que c'est forcément ce syntaxon ou cet habitat, mais plus de vous proposer certaines choses parce que il y a une certaine proximité avec ce qu'on a déjà en base, par exemple, ou la majorité des espèces que vous avez saisies dans ce relevé phytosociologique correspondent à telle végétation, tel habitat. Donc là, ça c'est un outil qui est souvent demandé, enfin, où il peut y avoir une forte attente, et qui permettra justement de pouvoir vous guider sur ces rattachements de rattachement phytosociologique ou d'habitat. Bon, je poursuis. Oui, si tu veux. On va dire. Tu es bien lancé. La gestion semi-automatique des correspondances, ça va être toujours un peu dans la même idée, c'est-à-dire d'automatiser au maximum des choses qui sont actuellement faites à la main et qui sont très chronophages. Donc là, par gestion semi-automatisée des correspondances, il faut entendre que donc, dans le système phytosociologique, chacune des végétations a des habitats ENIS ou des habitats intercommunautaires qui sont rattachés. Donc dans certains cas, une végétation renvoie à un seul habitat ENIS ou à un seul habitat intercommunautaire. Donc dans ce cas-là, en fait, la saisie simple de cette végétation devrait permettre que tout de suite, ça se saisit automatiquement pour les habitats et pour les habitats à Nice et pour les habitats intercommunautaires. Donc ça, c'est l'option un peu simple. Dans certains cas, en fait, la végétation, elle est par exemple d'intérêt communautaire sous certaines conditions. Donc ça va être par exemple on va dire les mégaforbiers qui sont d'intérêt communautaire si elles sont en bordure de cours d'eau ou dans les systèmes alluviaux. Donc ça voudrait dire qu'il y aura une condition. Et ce qui pourrait apparaître, c'est que vous saisissez votre syntaxon de mégaforbier et vous avez la possibilité de dire ou pas si c'est en système alluvial. Et dans ce cas-là, automatiquement, ça vous mettra que c'est d'intérêt communautaire. Donc on va essayer de terminer dans 5 minutes. Oui. Enfin, ça fait moins de 5 minutes maintenant. Le module de saisie de cartographie d'habitat, donc il doit être repensé. Donc là, je vais peut-être plutôt te laisser Aurélien Oui, alors ça fait plutôt écho effectivement à ce que je vous ai présenté au début sur l'aspect contribution, donc sur le kit de cartographie d'habitat, qui est actuellement un outil externe dédié, mais l'idée c'est bien qu'à terme, ce soit une donnée qui puisse être saisie sur la plateforme directement, et ainsi permettre une intégration des données la plus rapide possible. Pour terminer rapidement, en perspective, donc tout ce qu'on a présenté avant le module de saisie de cartographie d'habitat, ce sont globalement des perspectives de court moyen terme, c'est-à-dire que c'est des perspectives qui sont soit déjà engagées, soit qui vont être engagées en 2023. Pour le module de saisie de cartographie d'habitat et la refonte du dépôt de fichiers et de l'intégration de données, ce sont des choses qu'on a ajoutées en plus perspective de moyen long terme, disons, pour lesquelles on n'a pas de visibilité sur quand est-ce qu'on pourra mettre ça en ligne. En ce qui concerne le dépôt de fichiers et l'intégration de données, c'est pouvoir repenser et pouvoir faciliter en fait le dépôt de fichiers. Donc, ce que l'on recommande, c'est de pouvoir saisir ces données directement via les outils de saisie. Mais on est tout à fait conscient que parfois, voilà, vous avez accumulé pas mal de données et les ressaisir une par une, ça vous prendrait trop de temps. Donc, à l'heure actuelle, il existe un module de dépôt de fichiers qui permet donc de déposer des données pour que celles-ci puissent être intégrées. Forcément, chaque producteur de données historiquement avait des formats différents, et donc voilà, à l'heure actuelle, ça nous prend beaucoup de temps de pouvoir intégrer ces données.
Et donc l'idée, c'est qu'on puisse nous, modifier ce module pour pouvoir permettre une standardisation la plus rapide, la plus efficace possible et donc permettre une intégration, dans la base et donc dans le SIMP régional la plus rapide, possible. Et voilà, on a terminé pour les perspectives d'évolution. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait des questions, mais j'essaie de répondre au fur et à mesure, D'accord. en chat, mais du coup, si on a encore 2 minutes, on va en profiter. Il y avait une question, sur si un botaniste saisit une cinquantaine de taxons dans un relevé standard qui est non phytosociologique et que le système statistique finalement identifie un habitat, et la question c'est est-ce que l'outil pourrait permettre de proposer, des habitats pour ce genre de cas de figure, si j'ai bien compris la question? J'aurais tendance plutôt à dire non parce que, si la liste des taxons, n'est pas exhaustive et surtout si elle est sur plusieurs communautés végétales, la combinaison des taxons, présents dans ce relevé-là, en fait, finalement, peut pas être analysée puisqu'en fait, ça va être un mélange de différentes communautés et ça peut être un peu le hasard si ça correspond à une communauté végétale. En général, ce cas de figure-là fait apparaître beaucoup d'erreurs. Donc j'aurais tendance à dire non. Par contre, on pourra se poser la question effectivement de relevés, floristiques, purs, non phytosociologiques, mais assez aboutis, qui sont réalisés sur une même communauté végétale et de voir si c'est possible. En tout cas, dans En tout un cas, premier temps, ça sera vraiment destiné pour les relevés phyto. ouais, c'est ce que j'allais préciser, hein. Les premières réflexions à l'heure actuelle, se concentrent uniquement sur les relevés phytosociologiques et on verra par la suite, si on étend, la fonctionnalité. Ça serait bien de pouvoir, se diriger vers la fin pour que les autres ateliers commencent à l'heure, si c'est possible pour vous. Oui, Mais bien c'est sûr. la dernière diapo, donc on peut conclure. Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci à tous et Merci. bonne journée. Merci à tous. Mais donc, ouais, donc là, il a été proposé effectivement de qu'on vous fasse passer un questionnaire effectivement sur votre utilisation et vos besoins, ce qui sera peut-être plus facile pour vous exprimer que dans un chat à 80. Donc voilà, on va y réfléchir et puis on vous enverra ça. Bon, en espérant que vous aurez appris des choses, que vous serez motivé pour créer un compte pour ceux qui l'ont pas, pour aller voir et produire des données, consulter, etc. Et puis Et n'hésitez pas sur les propositions d'amélioration. on reste également à votre disposition si vous avez d'autres questions, par la suite. Et merci, puis bonne poursuite des ateliers pour ceux qui continuent. Au revoir. Au revoir.